Bienvenue sur Ici Éco. Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, a déclaré que la situation monétaire du pays s'améliorait, précisant que les réserves en devises étrangères de la Banque centrale avaient augmenté de 300 millions de dollars depuis l'élection du général Joseph Aoun à la présidence de la République, avec un excédent enregistré de 210 millions de dollars. Et cela à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État au palais de Barabda. Mansouri a affirmé que la politique de la Banque centrale se concentre sur la préservation de la stabilité du taux de change de la livre libanaise, tout en évitant toute intervention directe sur le marché. Il a affirmé que la situation monétaire s'améliore, les réserves en devises étrangères ayant augmenté depuis l'élection présidentielle et que la demande pour la livre libanaise est en hausse. Il a également exhorté à ne pas parier sur des changements imminents du taux de change, ceci ne pouvant survenir qu'en accord avec le gouvernement libanais. Depuis le 1er août, la Banque centrale ne vend des livres libanaises que par l'intermédiaire du secteur bancaire. La stabilité monétaire, selon lui, est liée au contrôle de la masse monétaire en coordination avec le gouvernement libanais. Mansouri a indiqué que la politique de la Banque du Liban consiste à préserver la valeur de la livre libanaise et à ne pas intervenir sur le marché, a mentionné un intérêt extérieur croissant pour établir des contrats avec le Liban et que la situation économique s'améliorera avec l'entrée de dollars dans le pays. Interrogé sur la question des dépôts bancaires, il a expliqué qu'il n'y avait pas de réponse définitive concernant le mécanisme de leur remboursement. Cependant, il a indiqué que la Banque centrale avait finalisé une étude qui inclut une analyse complète des comptes des déposants et permettra au gouvernement et au Parlement de proposer une solution appropriée. Il a ajouté qu'il n'y a eu aucune intervention politique dans le travail de la Banque centrale durant son mandat. Au cours de nos épisodes, nous abandonnerons les principaux défis économiques et financiers auxquels sont confrontés le nouveau mandat présidentiel et le nouveau gouvernement, et en mettant l'accent sur les revendications des secteurs économiques ainsi que sur leurs attentes et souhaits envers le nouveau gouvernement. Durant cet épisode, nous discuterons du dossier de la santé et plus précisément du sujet des médicaments et de la politique pharmaceutique nécessaire avec le président du syndicat des importateurs et propriétaires de produits pharmaceutiques au Liban, Joe Raïb, et le président de l'ordre des pharmaciens, Joe Selloum. Et voilà, je commence avec Joe Raïb. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est mien, Maurice. Donc, directement, un nouveau départ pour le Liban, donc après les élections présidentielles. Comment le secteur privé perçoit-il ces développements positifs? Déjà, avant d'être à l'antenne, je te disais que le changement est porteur d'espoir. Donc, il y a énormément de réformes, il y a énormément de restructurations qui doivent se faire. Et avec la nouvelle équipe qui se met en place, on est confiant et on espère que ces changements puissent se mettre en place. Parce que sur les 5 dernières années, depuis la crise de 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est une gestion de crise au lieu d'avoir des solutions viables qui puissent faire un ajustement qui puisse perdurer dans le temps. Donc on est dans l'espoir que les changements puissent se faire. Tous les espoirs se concentrent aujourd'hui sur la formation d'un nouveau gouvernement et les politiques pharmaceutiques doivent être au cœur des priorités. Par où commencer? Au niveau du dossier du médicament, il y a 2 choses distinctes qui doivent être faites. La première qui est au niveau du ministère de la Santé lui-même, qui est d'avoir un peu plus de réorganisation sur certains éléments. Donc les politiques d'enregistrement du médicament, la gestion du ministère de la Santé en tant que tiers payant. D'autre part, il y a une réorganisation de tout le système de santé. Il n'y a aucun système de santé dans le monde qui fonctionne sans la présence de tiers payants. Et durant les émissions précédentes, on a toujours dit qu'on a besoin de mettre le problème sur la table et de l'aborder de manière frontale. Et qu'il y a des décisions franches qui doivent être prises, que ce soit
une américanisation du système de santé où on va sur des compagnies d'assurance, donc une privatisation avec des compagnies d'assurance qui prennent en charge les patients, ou bien une restructuration du système de santé avec les différents tiers payants du système libanais. Au jour d'aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale est en train de couvrir une partie très restreinte des médicaments. Les médicaments qui appartiennent aux catégories des maladies complexes sont encore couvertes par le ministère de la Santé. Néanmoins, cette couverture par le ministère de la Santé va se faire jusqu'au mois de mai. Après ça, il a été convenu que la Caisse nationale de sécurité sociale doit reprendre la couverture de ces patients. On n'a toujours pas de réponse claire au niveau du niveau de préparation de la CNSS au niveau de ces couvertures. Donc il y a une réorganisation du système de couverture de santé qui doit se faire. Vous allez effectuer donc une visite auprès du président en tant que syndicat. Tout à fait. Que lui direz-vous? Principalement, c'est de mettre l'effort sur cette réorganisation parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Les médicaments qui sont enregistrés sont présents, mais ne sont pas accessibles à tout le monde, d'une part. D'autre part, il y a un nombre de médicaments et de thérapies innovantes pour lesquels on n'a toujours pas d'accès, à moins qu'il y ait une réorganisation du pouvoir d'acheter ces médicaments par les tiers payants. On est en train de priver les patients libanais de thérapies innovantes. Ce qui se fait, c'est que les 5 dernières années, il y a énormément de nouvelles thérapies qui ont été développées, qui ont été commercialisées, et les médecins et surtout des patients libanais en sont privés. Ce sont aussi vos revendications pour le nouveau gouvernement et le nouveau ministre de la Santé. Tout à fait. Tout à fait. Quel est le profil du nouveau ministre de la Santé, vous pensez? On cherche quel genre de ministre? De manière idéale, de manière très franche. Il est important d'avoir un ministre qui gère son ministère de manière non politique, qui n'utilise pas le ministère comme étant un ministère de service. Le ministère de la Santé est perçu et a souvent été utilisé par différentes parties comme un ministère de service. Et je pense que la chose la plus importante serait de gérer le ministère de manière professionnelle, comme il a été géré durant les quelques dernières années, parce qu'il y a un travail phénoménal qui a été fait sur les dernières années. C'est que toutes les conséquences de la crise ont été nettoyées. Dire conséquences, c'est dire? Les conséquences de la crise, ça veut dire qu'il y a eu une politique de subvention qui était, à notre avis, pas structurée, pas étudiée, une utilisation des fonds publics non structurée. Le même montant aurait pu être utilisé de manière totalement différente et aurait pu permettre de soutenir les patients souffrant de maladies cancéreuses sur 10 ans, au lieu de soutenir tous les patients sur des produits qui vont de $1 à $10 000 sur 2 années. Donc, on avait beaucoup de réserves sur la politique de subvention et tout ça a été réajusté par le ministre actuel. Donc, il y a le profil, mais et de manière aussi importante que le profil, il y a la continuité d'un travail structuré qui a été fait. Après la fin de la guerre, est-ce que les entreprises ont pu ou bien ont réussi de reconstituer leur stock? Si oui, comment? Tu m'as reçu sur ce plateau et on a eu de longues discussions sur les différentes préparations à l'éventualité de guerre qui est devenue en fait un fait. Et la gestion de la crise, je pense, a été faite de manière réfléchie, structurée, et les résultats étaient très satisfaisants parce que durant toute la crise, il n'y a eu presque pas de médicaments qui ont été en pénurie. Sur 5000 produits enregistrés, il y a eu uniquement 50 produits sur lesquels il y a eu des interruptions intermédiaires, donc qui n'ont pas été interrompus durant toute la durée du conflit. Donc ce qui est vraiment très raisonnable sur les produits qui sont vendus en pharmacie et dans les hôpitaux. Et
aussi et surtout grâce au support de la Middle East, parce que la majorité des vols des compagnies internationales ont été annulés et la Middle East a joué un rôle Qui restait la seule compagnie. critique et crucial dans la maintenance de nos inventaires et de nos stocks. Donc, on n'a pas reconstitué les stocks. Durant la crise, on a réussi non seulement à à maintenir des niveaux acceptables, mais on a réussi à maintenir nos niveaux d'inventaire tels qu'ils étaient avant la guerre. Quelle est la situation actuelle des entreprises et des importateurs de médicaments? Il y a eu un réajustement et on a beaucoup travaillé sur la confiance avec les compagnies internationales parce que malheureusement... Il vous reste les 180 millions de dollars aussi Oui, impayés pour tout à fait. Bon, aux laboratoires à l'étranger. Tout à fait. Les changements qu'il y a eu au niveau du gouvernement ont retardé le processus. Il y a un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement au Parlement. Donc, on était en train de suivre ça avec le Premier ministre sortant et le ministre de la Santé. Et c'est un sujet qui sera une de nos priorités avec l'équipe ministérielle qui se mettra en place. Parce qu'il est essentiel de rétablir la confiance avec ces entreprises qui ont été d'un très grand support durant toutes les crises durant lesquelles on est passé. C'est toujours bien de discuter à propos du stock que vous possédez en tant qu'entreprise et importateur de médicaments. Parlez-nous un peu de la disponibilité des médicaments sur le marché, des médicaments irremplaçables et pour les maladies chroniques, etc. En fait, la crise est toujours un accélérateur d'apprentissage. Et la gestion de la crise nous a permis de peaufiner et de raffiner notre manière de travailler. Parce qu'on est dans un état d'esprit où on est toujours préparé pour une crise. J'espère qu'il ne viendra pas, mais on se prépare toujours pour une crise potentielle. Donc ce qui a été fait, c'est que les niveaux d'inventaire varient de 4 à 5 mois. Ça, ce sont les inventaires qui sont au niveau des importateurs et qui sont sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'inventaire général. Et la manière de laquelle ces inventaires sont faits, c'est on travaille par ordre de priorité. Donc, de manière très claire, un produit qui n'a pas de substitut est demandé en priorité. Les produits sur lesquels il y a 10, 15 ou 20 génériques n'ont pas la même priorité. Aussi, on travaille par la criticalité, on travaille sur la criticalité des maladies. Donc, quelqu'un qui se foule le pied n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui subit des traitements de dialyse. Donc tout ça nous a permis de mieux se préparer pour les situations qu'on ne peut pas prévoir. Aujourd'hui, les niveaux d'inventaire sont très sains, Il n'y a pratiquement aucun médicament qui est en rupture de stock, à part des médicaments sur lesquels il y a eu des problèmes au niveau du laboratoire fabricant, ou bien des produits qui ont été décommercialisés et qui sont passés sur des listes de produits non commercialisés. Mais à part ça, tu sais, en fait, chaque fois que je suis chez toi, je répète la même chose. Et je te dis que la situation est mieux que la situation est mieux que la fois d'avant. Et depuis 2019, on est vraiment au meilleur. On est au meilleur en termes de disponibilité d'inventaire, en termes de flux d'approvisionnement. On est dans une situation... Vous parlez toujours de stock stratégique. Oui. Expliquez-nous la différence entre le stock normal et le stock stratégique. Le stock stratégique est un stock qui est bâti sur la base des éléments qu'on a définis. Donc, s'assurer que les voies d'approvisionnement sont assurées, d'une part, on met ça de côté, et la criticalité du produit et la criticalité des thérapies. Donc, on priorise et sur les produits et les thérapies les plus critiques, on augmente les niveaux d'inventaire pour qu'en cas de problème, qu'on puisse absorber les situations. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que dans le processus sur la base duquel les compagnies pharmaceutiques travaillent, il y a toujours un stock stratégique. Pourquoi ? Parce qu'à considérer qu'il y a un patient diabétique qui prend son insuline, on a besoin d'assurer
un stock stratégique, non pas uniquement pour des problèmes qui peuvent survenir dans le pays. Ça peut être des problèmes qui surviennent dans le pays exportateur du produit. Ça peut être des problèmes qui surviennent sur le site de production. Donc, étant donné qu'il y a une importance critique de ne pas avoir une discontinuation du traitement, c'est pour ça que les stocks stratégiques sont bâtis. Mais les stocks stratégiques sont une condition nécessaire pour les compagnies pharmaceutiques et les importateurs. Donc, ce n'est pas un élément qui est nécessairement lié aux crises qu'on a subies ou qu'on pourrait, j'espère pas, être amené à subir. Est-ce que, donc, suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, est-ce que la contrebande de médicaments continue? Parce que vous êtes au courant de ce qui se passe sur les frontières. Tout à fait. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une hausse sur les médicaments qui appartiennent aux catégories de prix pas très élevées. Parce qu'il y avait... Dire ici Liban, Syrie ou Syrie-Liban? Il y avait initialement une contrebande qui se faisait de la Syrie vers le Liban, sur des produits très bon marché. Et on le dit toujours, nous pensons que ces produits n'ont pas les labels de qualité requis. Parce que s'ils ont les labels de qualité requis, pourquoi ils ne sont pas enregistrés? Il y a un processus d'enregistrement. Donc, sur ces produits qui étaient à très petit prix, sur des qualités sur lesquelles il y a des points d'interrogation assez importants, il y avait une contrebande qui se faisait de la Syrie vers le Liban. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec la chute du régime, le contrôle et l'attention qu'il y a sur les frontières, que ce soit de la part... C'était des médicaments syriens? C'était des médicaments syriens. Des médicaments syriens, quelquefois des médicaments turcs, d'autres fois des médicaments iraniens, mais c'était principalement syrien. Et suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, suite à la chute du régime, avec la tension qu'il y a sur les frontières, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde a les yeux rivés sur les frontières pour différentes raisons, on a remarqué une baisse de la contrebande de ces produits qui s'est manifestée par une hausse de la demande sur les produits qui sont importés ou bien qui sont fabriqués localement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Joe Rayeb. Vous êtes le président du syndicat des importateurs et propriétaires de produits pharmaceutiques au Liban. Merci beaucoup, Maurice. Et j'accueille le président de l'Ordre des pharmaciens, Joe Saloum. Docteur Saloum, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. De même, et bonjour Monsieur Maurice, à vous et aux chers téléspectateurs. Donc, vous considérez que la réorientation nationale majeure doit être accompagnée d'une réorientation immédiate concernant la qualité et la nature des médicaments ainsi que leur mécanisme d'enregistrement, de contrôle et de mise à disposition pour tous les patients. Comment cela peut-il être réalisé? Eh bien, tout à fait, je pense que cette phase semble prometteuse. Et nous avons confiance que cette phase-là va englober les médicaments, la qualité des médicaments, l'assurance des médicaments et la surveillance des médicaments, surtout au marché. Et un arrêt total de tous les produits de basse qualité et des médicaments contrefaits. L'institution Vous parlez ici de l'Agence nationale. Donc, pour vous, c'est l'importance de la mise en œuvre des décrets d'application de l'Agence nationale du médicament qui sont restés dans les tiroirs du Conseil des ministres pendant des années. Donc, je pense ici, vous mentionnez bien ce conseil-là ou bien cette agence-là. Cette agence-là est une chose très urgente concernant le fixer, le prix, l'enregistrement de médicaments de bonne qualité et la surveillance de ces médicaments au marché. Vous savez que pendant une grande période, nous faisons face à médicaments de basse qualité, de contrefaits, des médicaments et des produits de vitamines et toutes sortes périmés, de produits périmés, de produits qui sont de basse qualité. Alors, l'établissement de cette institution-là semble urgent et ça sera une chose très importante dans le monde des médicaments.
Mais docteur Saloum, qui a empêché la création de cette institution chargée de l'enregistrement des médicaments, des compléments alimentaires et des matières premières pour la fabrication de médicaments, ainsi que de leur tarification et du contrôle sur le marché? En première partie, c'est le conflit d'intérêts qui Hmm, a empêché l'établissement de cette hmm, institution-là. Et le gouvernement libanais, pendant 3 ans, s'est empêché à créer cette institution-là. Nous hmm, savons que cette institution-là a été créée par le Parlement depuis presque 3 ans et hmm, 3 ans et demi. Et le gouvernement s'est empêché de mettre les lois hmm, qui règlent cette institution-là. hmm. Vous accusez ceux qui ont négligé la création de l'Agence nationale du médicament d'avoir transformé les patients libanais en cobayes. En Tout à particulier les fait, patients atteints de cancer, de sclérose en plaques. C'est une tout à accusation fait, qui est grave. tout Vous à fait. avez également déclaré aussi que nous ne sommes pas la poubelle pharmaceutique de n'importe quel pays. Tout à fait. Hmm. Mais pour vous, le Liban s'est transformé en poubelle pharmaceutique? Tout à fait. Quand on enregistre des produits de basse qualité, des produits surtout de cancer et autres qui n'ont aucun FDA ou Hmm, EMA approval, c'est-à-dire nous sommes un pays qui ne respecte pas son peuple, qui ne respecte pas la hmm, vie de ses malades. hmm. Docteur Saloum, vous avez aussi affirmé qu'un des avantages de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie et l'arrêt de la contrebande, notamment des médicaments subventionnés qui étaient passés par les points de passage frontaliers syriens. La Tout à contrebande fait. a-t-elle cessé? Euh, elle doit être limitée, je pense qu'elle doit être limitée. Vous savez que depuis 2019 jusqu'à 2022, les médicaments subventionnés par l'État et par le peuple libanais, il y avait une contrebande de ces médicaments vers les pays arabes et l'Irak et tous ces pays-là. Hmm, Et en contrepartie, entre 2022 et 2024, il y avait une contrebande de médicaments de basse qualité, des médicaments qui venaient de la Turquie, de l'Iran, de la Syrie, hmm, qui entraient de la frontière syrienne. hmm. Je Euh, pense qu'avec le changement hmm, de régime, cette contrebande-là va s'arrêter des deux côtés. hmm. Euh, Y a-t-il des compensations prévues pour les pharmaciens touchés par la dernière guerre? Jusqu'à présent, il n'y a aucune source officielle d'aide pour les Hmm, pharmaciens. hmm, Nous faisons tout notre possible d'arriver en aide en tant qu'ordre des pharmaciens avec l'aide d'institutions privées hmm. qui aident les pharmaciens. Bon, donc, vous avez réalisé une enquête complète et vous êtes adressé à l'Union des pharmacies francophones et internationales pour obtenir de l'aide. Y a-t-il des nouveautés concernant cette aide? Jusqu'à présent, il n'y a aucune aide. Hmm. Mais vous disposez de statistiques sur l'ampleur des dégâts. Donc, Tout à le- fait, tout à fait. est-ce que c'est Nous possible n'avons, nous, d'avoir ces statistiques? oui, il y a 45 pharmacies totalement endommagées. Il y a 150 pharmacies partiellement et il y a presque 200 pharmacies où il y a beaucoup de dégâts. Hmm. Après la fin de la guerre et la réouverture de l'aéroport, vous assurez qu'il n'y a pas de crainte concernant les médicaments pour maladies chroniques, à l'exception de certains médicaments manquants. Quelle est l'histoire de ces médicaments? De quel type de médicaments s'agit-il? Les médicaments manquants, ce sont les médicaments qui sont désormais subventionnés par l'État. Je parle de médicaments de cancer, de médicaments de sclérose en plaques Hmm, et autres. hmm, Vu la limitation des moyens de l'État. hmm, Ceci ne permet pas à l'État de changer les protocoles des malades et ceci aussi ne permet pas de changer les médicaments de bonne qualité en basse qualité. hmm.
Et ma dernière question, si vous permettez, quelles sont vos revendications en tant que pharmacien à l'attention de la présidence de la République et du gouvernement? Eh bien, j'espère que le nouveau gouvernement mette en premier plan la dignité des malades, leur vie, leur droit à accéder à une bonne qualité de médicaments et l'assurance de tous les médicaments à tous les malades, surtout le cancer et autres, et mettre fin à toutes sortes de chaos en ce qui concerne la vente de médicaments et de vitamines dans des locales non légales et dans les sociaux. Joe Saloum, vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens. Je vous remercie. Merci bien. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.